Donc, la première communication est de Jean-Christophe Angot. Jean-Christophe Angot est maître de conférences de philosophie à l'École normale supérieure de Lyon et membre du laboratoire Triangle, Action, Discours, Pensée politique et économique. Il est spécialiste de la philosophie allemande de Kant à Nietzsche, de la philosophie politique et des pensées socialistes, communistes et anarchistes. Il a soutenu en 2005 à l'Université Nancy II sa thèse de philosophie, liberté et histoire chez Michel Bakounine, sous la direction de Michel Sénélard. On lui doit 2 ouvrages consacrés à Bakounine, Bakounine, jeune hegelien, La philosophie et son dehors, et Liberté des peuples, Bakounine et les révolutions de 1848. Son allocution s'intitule « L'international situationniste entre avant-garde artistique et avant-garde politique ». Merci. Je voudrais remercier les organisateurs pour avoir accepté ma contribution. Donc je me propose d'analyser le concept d'avant-garde tel qu'il fonctionne dans les textes de l'international situationniste. Alors ce choix n'a rien de fortuit. Pour une réflexion sur le concept d'avant-garde et sur ces différents champs d'application, les situationnistes sont intéressants en tant qu'ils constituent une avant-garde à la fois artistique et politique, en tant qu'ils ont pensé ce statut et le refus de la séparation entre ces 2 domaines, mais aussi en tant qu'ils ont développé une pensée stratégique à partir de leur propre position en tant qu'avant-garde, ce qui signifie qu'ils se trouvent à leur manière au croisement des 3 champs, artistique, politique et stratégique, dont relève le concept d'avant-garde. Mais par ailleurs, les situationnistes sont aussi réputés pour avoir été la dernière avant-garde, et le fait qu'ils aient également développé une réflexion à ce propos fait d'eux une référence pertinente au moment de s'interroger sur l'actualité et l'avenir de ce concept. Alors je proposerai d'abord un examen des transformations que subit le concept militaire d'avant-garde au gré de sa double exportation dans les champs artistiques et politiques, avant de voir comment les situationnistes ont cherché à articuler ces différentes dimensions de l'avant-garde et de décrire ce qu'a été leur stratégie en tant qu'avant-garde. Donc je souhaiterais pour commencer proposer une analyse du concept militaire d'avant-garde tel que les situationnistes ont pu le trouver chez un des auteurs qu'ils ont lu avec le plus d'attention, à savoir Karl von Clausewitz, afin de déterminer ce qui, dans ce concept, se retrouve dans les concepts politiques et artistiques d'avant-garde, ainsi que dans la théorie et la pratique situationniste en tant qu'avant-garde. Alors, de l'analyse que développe Clausewitz dans De la guerre du concept d'avant-garde, on peut retenir les traits suivants, j'en retiendrai 3. Premier trait, c'est qu'il n'y a d'avant-garde que par rapport à une puissance principale, dont l'avant-garde cherche à assurer la sécurité dans sa marche en avant. Deuxième trait, c'est qu'il y a une réversibilité entre avant-garde et arrière-garde, en ce sens que ce qui est avant-garde au moment de l'offensive se mue en arrière-garde en cas de retraite, de sorte que l'avant-garde suppose donc un mouvement vers l'avant. Et enfin, troisième trait, par rapport au reste de l'armée, les tâches de l'avant-garde sont de 2 ordres, explique Clausewitz. D'une part, dépister et découvrir l'approche de l'ennemi avant qu'il ne soit en vue, fin de citation, et d'autre part, livrer un premier combat contre l'ennemi en attendant la bataille proprement dite. Donc avant d'examiner l'exportation de ce concept hors du champ de la littérature stratégique, il faut retenir, me semble-t-il, que dans tous les cas, la position et les mouvements de l'avant-garde dépendent d'une stratégie qui est élaborée par un état-major ou de tactiques qui sont mis au point par des officiers. Alors, je mentionne cette notion d'état-major parce que il me semble qu'elle est importante pour saisir l'ambiguïté du concept, alors non plus militaire, mais politique d'avant-garde, qui semble pouvoir être le premier dérivé du concept initial. Et je vais me référer à un texte où, à mon avis, on le voit fonctionner au mieux, qui est le texte de Lénine, Que faire, publié en 1902, où Lénine désigne l'avant-garde, conformément donc à la métaphore militaire qui la sous-tend, comme, je cite, un détachement avancé qui marche en tête. Mais ce qui est tout à fait caractéristique de la démarche de Lénine, c'est qu'il ajoute aussitôt que s'il prétend être l'avant-garde, le parti social-démocrate russe, dont il est question dans le texte, doit diriger un mouvement, en l'occurrence le mouvement d'opposition à l'autocratie. Et ce qui lui confère cette position dirigeante,
c'est qu'il dispose d'une conscience plus claire des buts à atteindre et qu'il possède une stratégie. Lénine peut ainsi affirmer, je le cite, « Nous devons assumer l'organisation d'une ample lutte politique sous la direction de notre parti, afin que toutes les couches d'opposition, quelles qu'elles soient, puissent prêter et prêtent effectivement à cette lutte, ainsi qu'à notre parti, l'aide dont elles sont capables. » Alors, ce qui me paraît décisif dans cette déclaration, ce n'est pas tant qu'elle fasse du parti une avant-garde, que le fait qu'elle fasse de l'avant-garde un parti, dans la mesure où s'opère clairement un glissement de l'avant-garde proprement dite à, en fait, un état-major qui ne dit pas son nom. Et c'est de fait cette conception qui va s'imposer sur le terrain politique. Je la mentionne parce que ce sera la conception dominante au moment où les situationnistes vont intervenir dans le champ politique, et en particulier dans le champ, disons, des groupuscules d'extrême gauche dans les années 60 en France. Donc l'avant-garde révolutionnaire, hein, si on suit Lénine, c'est le parti qui a une conscience claire des buts à atteindre, qui dispose d'une stratégie définie et qui, de ce fait, est un parti qui dirige le mouvement révolutionnaire. Et en étant qualifié comme combattant d'avant-garde, hein, c'est une des formules qu'emploie Lénine, et non comme un état-major, en même temps, le parti capte les bénéfices symboliques de la troupe de choc, en particulier dans un contexte militant qui valorise la dimension de la lutte tout en étant potentiellement heurté par le modèle militaire de l'obéissance absolue. Autrement dit, dans l'avant-garde politique, ne reste du concept militaire d'avant-garde que l'inscription dans un contexte polémique. Il y a bien un ennemi, mais dans le contexte russe, il s'agit pour la social-démocratie d'entraîner les autres classes dans la lutte contre l'autocratie. Dans le contexte international, il s'agit pour le prolétariat russe également d'apparaître comme l'avant-garde du prolétariat révolutionnaire international, selon l'expression de Lénine. D'autre part, il y a bien une armée, mais dont l'avant-garde n'est le détachement avancé que parce qu'elle dispose d'une avance théorique et pratique qui lui permet, de fait, de diriger le mouvement, de sorte que les principales déterminations, du moins les autres déterminations du concept d'avant-garde, hein, protection du corps de l'armée par des opérations d'exploration et par des combats détachés, ces d'autres déterminations du concept sont perdues. Et si on s'intéresse à présent à la manière dont le concept d'avant-garde a été transposé sur le terrain artistique, on voit apparaître d'autres transformations intéressantes, mais aussi un certain nombre de questions problématiques. Certes, l'avant-garde continue à marcher devant, mais devant quoi? Autrement dit, de quelle armée l'avant-garde est-elle le détachement avancé? Cette difficulté tient à l'ambiguïté même de l'idée d'art d'avant-garde, puisqu'il s'agit de savoir si cet art est d'avant-garde au sein d'un champ artistique autonome dont il devancerait les évolutions, ou bien s'il accomplit au mieux la mission de l'art qui serait d'être d'avant-garde pour toute la société, ce qui semble avoir été d'ailleurs le sens initial du déplacement. Dans les deux cas, la notion d'avant-garde est donc solidaire d'une vision progressive de l'art ou de la société qui peut néanmoins tendre à faire s'estomper ces connotations polémiques. Donc qu'on l'envisage dans le champ sociopolitique ou dans le champ artistique, le combat que mène l'avant-garde semble tout au plus dirigé contre des tendances conservatrices ou rétrogrades, et pas nécessairement contre un ennemi bien identifié. Mais cette relative dilution de la polémicité, de la notion, a une contrepartie positive, c'est qui récupérait dans le concept artistique d'avant-garde la dimension de l'exploration, de l'expérimentation et même du combat autonome, du combat isolé, dimension qui était attenante au concept militaire d'avant-garde. Alors, ce rapide examen de la double exportation du concept d'avant-garde nous mène ainsi au paradoxe suivant. C'est dans son usage le plus éloigné de son champ d'application initial, dans son acception artistique donc, que le concept a le moins perdu de ses déterminations, alors que son usage métaphorique immédiat fait intervenir, semble-t-il, une confusion entre avant-garde et état-major. Deuxième point, j'en viens à présent à la manière dont les situationnistes ont fait fonctionner les trois composantes ou les trois dimensions du concept d'avant-garde, et j'en viens également aux enseignements que l'on peut en tirer. Alors, à première vue, il pourrait sembler que les situationnistes ont moins déployé simultanément les différentes dimensions du concept d'avant-garde qu'ils ne les ont parcourues dans le temps, et plusieurs commentateurs ont en effet lu la trajectoire de l'internationale situationniste comme celle d'une avant-garde artistique devenue politique. Et ces commentateurs soulignent avec raison la politisation beaucoup plus importante du groupe au début des années 60, politisation que manifeste l'exclusion de ceux des membres du groupe qui se considéraient ou étaient considérés comme de purs artistes, que manifeste également le recrutement de membres au profil beaucoup plus politique, au premier rang desquels Raoul Vaneigem, ou encore le passage de Guy Debord par l'une des tendances constitutives du groupe socialisme ou barbarie.
Et c'est en ce sens, par exemple, que Laurent Choulet, un de ses commentateurs, écrit que le départ des artistes a entraîné une transformation radicale de l'IS, faisant du plus politique des mouvements artistiques le plus artistique des mouvements politiques. Alors, il me semble, enfin, je suis pas le seul dans ce cas, qu'on peut toutefois contester la radicalité de cette transformation en soulignant non seulement la persistance au-delà de 1960 de liens avec certains mouvements artistiques, mais aussi le maintien de certaines pratiques artistiques, notamment celle du détournement de comics, détournement même d'images érotiques, etc., qui est expressément distinguée par les situationnistes de la pratique du collage. Et surtout, il me semble l'élément le plus important, c'est que du fait qu'elle s'inscrit dans le champ politique, l'international situationniste ne cesse pas pour autant de se définir comme une avant-garde artistique, comme l'écrit Debord en 1963. Je cite, « Le mouvement situationniste apparaît à la fois comme une avant-garde artistique, une recherche expérimentale sur la voie d'une construction libre de la vie quotidienne, enfin une contribution à l'édification théorique et pratique d'une nouvelle contestation révolutionnaire. » Par avant-garde artistique, les situationnistes n'entendent pas cependant un mouvement d'innovation dans un champ artistique qui serait clos sur lui-même, mais bien plutôt un mouvement de dissolution de l'art comme activité séparée, reposant elle-même sur la séparation du créateur et du spectateur. On trouve ainsi dans la Société du spectacle de Debord cette conception de la place des avant-gardes dans l'histoire de l'art, je cite, « L'art à son époque de dissolution, en tant que mouvement négatif qui poursuit le dépassement de l'art dans une société historique où l'histoire n'est pas encore vécue, est à la fois un art du changement et l'expression pure du changement impossible. Plus son exigence est grandiose, plus sa véritable réalisation est au-delà de lui. Cet art est forcément d'avant-garde et il n'est pas. Son avant-garde est sa disparition. » Fin de citation. Alors, la référence à l'histoire est ici décisive. C'est parce que l'histoire n'est pas encore vécue, c'est-à-dire n'est pas encore une libre création active par les hommes eux-mêmes, que l'art continue à exister comme activité de création séparée. Mais dans une période où s'annonce, ou du moins, espère-t-on, l'histoire vécue, être d'avant-garde ne peut rien signifier d'autre que postuler la prochaine disparition de l'art comme activité séparée et sa dissolution dans la libre création de situations. C'est alors que prend sens la référence dans la définition du mouvement situationniste cité plus haut à l'expérimentation dans la vie quotidienne. L'IS est en effet aussi une tentative pour vivre autrement au quotidien, tentative pas forcément réalisée sous tous les angles, bon. Par là, elle développe un aspect négligé du concept d'avant-garde en ce qu'elle prétend explorer au-devant de ce qui est communément vécu, à l'intersection de l'artistique et du politique, mais aussi par-delà leur séparation. L'IS entendait préfigurer par son existence même d'autres manières de vivre, d'autres manières de produire et d'autres manières de s'organiser. Et Debord ne dit rien d'autre lorsqu'il écrit en 63 que la première réalisation d'une avant-garde maintenant, c'est l'avant-garde elle-même. Les situationnistes peuvent alors apparaître comme des artistes en politique, à condition de retenir que c'est précisément leur concept d'avant-garde qui traduit le mieux cette permanence de l'art dans la politique ou de la création dans la destruction. Les situationnistes ont un rapport expérimental à la politique, et ce sont ainsi les notions d'expérimentation, d'exploration ou de préfiguration qui articulent les facettes artistiques et politiques de l'avant-garde. Alors il me semble que l'un des principaux intérêts de cette conception renouvelée de l'avant-garde, c'est qu'elle permet de rompre avec la conception, à l'époque dominante, la conception léniniste, de l'avant-garde politique. C'est en ce sens que Debord peut écrire, toujours en 63, que nous sommes aujourd'hui au point où l'avant-garde culturelle ne peut se définir qu'en rejoignant, et donc en supprimant comme telle, l'avant-garde politique réelle. Introduire la dimension culturelle de l'avant-garde dans la politique, c'est-à-dire importer en politique un concept d'avant-garde construit dans le champ artistique, c'est récuser les conceptions autoritaires des avant-gardes politiques, qui ne sont en fait que de prétendues avant-gardes, déguisements de ceux qui se rêvent en petits chefs d'état-major. Cette conception renouvelée de l'avant-garde permet de comprendre les termes dans lesquels les situationnistes eux-mêmes rendent compte de la part qu'ils ont prise aux événements de mai et juin 1968. En effet, contre une lecture aisément réfutable par son unilatéralité, qui voudrait qu'ils aient en quelque façon influencé les événements, il faut souligner que leurs textes et leurs interventions se sont trouvés, pourrait-on dire, en affinité élective avec les mouvements de révolte des sociétés occidentales de l'époque. Par conséquent, l'avant-garde n'est pas ce qui dirige la révolution, mais tout au plus ce qui la formule. Et en tant que nouvelle conspiration des égaux, l'international situationniste est un état-major qui ne veut pas de troupes, comme l'indique le numéro 8 de la revue, ou encore, selon l'expression du traité de savoir-vivre de Raoul Vaneigem, un rassemblement de maîtres sans esclaves. Troisième point maintenant, quelle est la stratégie de l'avant-garde? Alors il me semble qu'au moment d'aborder ça, il faut
faire un petit éclaircissement sur la question de la stratégie, en particulier en pensant aux stratégies qui peuvent être repérées par le discours sociologique. En effet, la manière très particulière qu'ont les situationnistes d'articuler avant-garde artistique et avant-garde politique, me semble-t-il, ne saurait faire d'eux une avant-garde totale. C'est le titre d'un article d'Éric Brun paru dans la revue Actes de la recherche en sciences sociales, donc fondée par Pierre Bourdieu, à la manière dont Pierre Bourdieu, précisément, a pu écrire de Sartre qu'il était un intellectuel total, concentrant toutes les formes de capital intellectuel pour se distinguer dans tous ses champs d'intervention. Cette qualification pourrait être reprise, donc avant-garde totale, si les membres de l'Internationale situationniste avaient précisément cherché à faire fructifier leur capital artistique dans le champ politique et leur capital politique dans le champ artistique. Or, il apparaît bien plutôt qu'ils n'articulent ces deux facettes de l'avant-garde que pour mener une critique conjointe de l'art et de la politique dans une même critique de la séparation. Séparation dans l'art, parce que l'œuvre est contemplée dans la passivité par les spectateurs. Séparation dans la politique, parce que la gestion des affaires est confisquée par une caste de spécialistes autoproclamés qui ne visent en fait que sa propre perpétuation. Séparation, enfin, et peut-être surtout, entre l'art et la politique. De sorte que la stratégie non consciente de la distinction ou de la démarcation, qui est hâtivement soulignée par le sociologue à mon avis, doit en l'espèce faire place à une stratégie tout à fait délibérée, consistant à n'intervenir dans les champs artistiques et politiques qu'en maîtrisant les règles et pour les détruire de l'intérieur. Pour le Bourdieu des règles de l'art, la concurrence entre avant-garde est constitutive de l'autonomie du champ artistique. Les situationnistes, eux, étaient en lutte contre les autres tendances artistiques, et politiques aussi bien, mais au nom d'un refus de l'autonomie de l'art ou d'un refus de l'autonomisation de la politique aussi bien. Ça tient au fait qu'ils cherchent à maîtriser les règles du champ, non pour s'y faire une place, mais pour détruire ce champ. Et c'est ici que les armes du détournement dont les situationnistes ont si souvent usé prennent tout leur sens. De ce point de vue, il me semble que l'élucidation des formes de positionnement de l'IS gagne moins à une comparaison avec le modèle de l'intellectuel total qu'à une confrontation avec les analyses produites par Pierre Bourdieu dans les règles de l'art à propos de Mallarmé ou de Flaubert. Si ces auteurs, en effet, à suivre Bourdieu, jouent consciemment des règles du jeu littéraire pour en tirer une forme supérieure de plaisir, on pourrait en revanche dire des situationnistes qu'ils en jouent pour le plaisir de les détruire, parce que, selon une expression qu'ils reprennent à Bakounine, la passion de la destruction est en même temps une passion créatrice. Et comme l'indique un texte de 1963, le projet situationniste est rien moins que de, je cite, mettre en faillite la culture dominante, et cela de deux façons, graduellement d'abord, et puis brusquement. De ce fait, pour Debord, une sociologie de l'avant-garde est une entreprise absurde, contradictoire dans son objet même, ce sont les termes de Debord, ce qui s'explique par le fait qu'il n'y a de sociologie que de fausses avant-gardes, et qu'une sociologie qui repérerait une véritable avant-garde serait contrainte d'abandonner le point de vue de l'observation scientifique des intéressés pour prendre parti. Sorte de miracle social, pour reprendre l'expression forgée par Bourdieu au moment de la mobilisation des chômeurs au cours de l'hiver 97-98 en France, la véritable avant-garde est étrangère à l'ordre social qu'elle met en péril. Les stratégies qu'elle met en œuvre ne sont pas des stratégies plus ou moins conscientes de placement dans le champ de la culture dominante, mais des stratégies délibérées visant à détruire de l'intérieur la culture dominante et à préfigurer une autre culture encore émergente. Il est donc possible, et même nécessaire, de prendre au sérieux les considérations stratégiques que l'on trouve chez les situationnistes, notamment chez Debord, qui, en fervent lecteur de Clausewitz, est le membre du groupe qui les a le plus développées, et notamment celles touchant au rôle de l'avant-garde dans la transformation révolutionnaire de la société. Debord explique ainsi en 1963 que l'activité d'avant-garde, en pratique, lutte contre le présent dans la mesure où elle caractérise le présent comme poids du passé et présent inauthentique, comme retard, et elle mène cette lutte au nom d'un autre présent qu'elle décrit et qu'elle initie. La tâche d'une avant-garde comme l'Internationale situationniste est alors de percevoir les premiers signes d'une autodissolution de la culture dominante et de désigner ceux qui en sont les acteurs. La conception situationniste de l'avant-garde, conception non directive, trouve ici à s'exprimer dans les termes des rapports entre théorie et pratique. En effet, les situationnistes ne conçoivent pas leur propre tâche théorique comme consistant à déterminer ce que doit être l'action pratique des mouvements révolutionnaires. Il s'agit bien plutôt de déceler les mouvements qui sont d'avant-garde et de leur dire non pas ce qu'ils doivent faire, mais ce qu'ils sont en train de faire. Et cela qu'il s'agisse des émeutes d'un quartier noir de Los Angeles ou de la révolte de populations fraîchement décolonisées. Il y a des avant-gardes qui s'ignorent, ce sont, pour citer les termes de la Société du spectacle,
les enfants perdus d'une armée encore immobile, et qui sont désignés comme les signes avant-coureurs du deuxième assaut prolétarien contre la société de classe, nouvelle lutte spontanée qui commence sous l'aspect criminel. L'avant-garde présente ainsi deux facettes, une avant-garde pratique, engagée parfois sans le savoir dans la destruction d'un ordre social auquel elle a cessé d'adhérer, exemplairement les révoltes de la jeunesse, même lorsqu'elles revêtent l'aspect d'une protestation informe, et une avant-garde théorique qui consiste simplement à repérer l'avant-garde pratique et à la justifier théoriquement. Alors, oui, non, j'ai pas le temps de faire une remarque sur la question des enfants perdus. De toute façon, Henri Béard n'est pas là, donc voilà, tant pis. En 1972, alors au moment de signifier la fin de l'internationale situationniste, Debord pourra ainsi synthétiser ce que fut l'activité d'avant-garde de l'IS en décrivant quelles doivent être les tâches de toute organisation révolutionnaire. Et il distinguera nettement deux périodes. Lorsque la révolution paraît impossible, ces tâches consistent dans la pratique de la théorie, en ce sens qu'il s'agit de penser les conditions auxquelles une révolution est possible. Cette période est à proprement parler celle de l'avant-garde, où quelques individus, on aura reconnu l'internationale situationniste elle-même, contribuent à ce qu'une époque prenne conscience de la révolution dont elle est porteuse. En revanche, lorsque les premiers signes d'une activité révolutionnaire apparaissent, les tâches d'une organisation révolutionnaire résident, toujours selon les termes de Debord, dans la théorie de la pratique, qui ne peut plus être assumée par une avant-garde, la tâche principale consistant précisément à conjurer l'apparition d'une avant-garde séparée à qui le pouvoir serait délégué. La stratégie de l'avant-garde apparaît ainsi comme une stratégie d'autodissolution, en raison de sa solidarité même avec la culture qu'elle prétend mettre en faillite. Comme puissance négative, elle est solidaire de ce qu'elle prétend détruire, et elle doit se liquider en même temps que ce qu'elle contribue à liquider. Comme l'indique Anselm Jaap, l'histoire de l'IS, je cite, a porté à sa conclusion logique la trajectoire historique des avant-gardes. Elle y met un point final et montre en même temps l'impossibilité d'une avant-garde au présent. Le même auteur indique par ailleurs que s'auto-liquider pour se dissoudre dans la vie a toujours été l'aspiration des avant-gardes. L'IS a sans doute été l'avant-garde qui a poussé le plus loin en avant la formulation et la réalisation de ce projet, allant jusqu'à renier les présupposés élitistes de l'avant-garde, s'il faut en croire cette déclaration parue dans le numéro 7 de la revue que citait notre camarade ce matin. Le paradoxe de l'IS pourrait précisément bien naître d'avoir été la seule avant-garde à avoir accompli ce projet d'autodissolution sans jamais qu'on parvint à la récupérer. Hein, c'est la manière dont je comprends la théorie situationniste est dans le peuple comme un poisson dans l'eau. Hein. Il me semble que c'est plutôt en tout cas au moins une posture d'effacement. Je conclus. La plupart des paradoxes des avant-gardes ont sans doute leur fondement dans l'historicité de ce concept. En premier lieu, tout en prétendant à l'innovation absolue, les avant-gardes s'inscrivent dans un contexte où les activités humaines sont devenues indissociables d'une réflexion sur leur propre historicité. C'est peut-être la raison pour laquelle les avant-gardes, en même temps qu'elles se pensent comme avant-gardes, ont un discours sur leur propre historicité. Et que l'IS est constituée peut-être la dernière avant-garde peut alors s'expliquer par le fait qu'elle est aussi la première à réfléchir en tant qu'avant-garde sur l'historicité des avant-gardes et donc sur l'inévitable, à terme, caducité de ce concept. Deuxième point de conclusion, une modernité, me semble-t-il, qui permet d'expliquer peut-être la fin des avant-gardes, c'est qu'une modernité capitaliste qui se présente comme le monde sans histoire d'un instantanéisme perpétuellement renouvelé a peut-être aussi définitivement intégré la posture de l'innovation qui est celle des avant-gardes. Et enfin, s'il est vrai que le concept d'avant-garde implique une conception progressive du devenir, outre que plus personne ne feint même de croire à une telle vision téléologique de l'histoire, il faudrait aujourd'hui méditer le caractère défensif de l'avant-garde tel qu'il est présent dans son concept militaire. Dans un monde où l'humain fait de plus en plus retraite, l'avant-garde se fait arrière-garde et la révolution se fait résistance. Je vous remercie. Merci Jean-Christophe. Donc on va prendre des questions, des commentaires de la salle. Je vous rappelle qu'il serait préférable de vous présenter avant pour qu'on puisse bien distinguer les interventions. Silvano Santini. Il y a une anthologie des manifestes d'autodissolution. On n'en a pas beaucoup parlé de ces manifestes-là, où t'en as parlé là quand même. L'Internationale situationniste aussi a son manifeste d'autodissolution. Et je me demandais, justement dans cette négativité même, où l'avant-garde reconnaît presque son destin de s'annihiler,
est-ce qu'il n'y a pas ce paradoxe assez étonnant que c'est peut-être là qu'elle est la plus positive aussi, ou qu'elle montre une forme de positivité la plus crue, je dirais, en s'auto-annihilant comme ça. C'est-à-dire que c'est un geste quand même, c'est encore une position de s'annuler comme ça, sur la place publique toujours, hein, en faisant un dernier manifeste comme ça. Donc, le texte, hein, donc d'autodissolution de l'international situationniste, donc c'est le texte alors co-signé par Sanguinetti et Debord, mais de fait écrit pour la plus grande partie par Debord, qui s'appelle La véritable scission dans l'international, alors qui est une référence au texte, un texte de Marx et de ses amis au moment de la première internationale sur les prétendues scissions de l'internationale ouvrière. Alors c'est un texte, alors oui effectivement, où d'une certaine manière, il considère que la tâche accomplie par l'avant-garde, par l'international situationniste en tant qu'avant-garde, est accomplie. Et donc, où le risque, c'est que l'IS soit désormais contemplé, il y a toute une analyse dans ce texte-là, de l'apparition de ce qu'ils appellent les prostituts. Hein, c'est-à-dire des gens qui, au lieu disons, de suivre le mot d'ordre de « c'est à vous de jouer hein, », finalement, à vous de créer librement votre vie, eh bien, contemplent l'œuvre de l'IS, éventuellement la singe, et il considère ça comme insupportable. En tout cas, c'est la bonne raison qu'il donne. Hein, on est encore dans les distinctions entre les bonnes raisons et les vraies raisons, mais en tout cas, c'est la bonne raison qu'il donne pour la dissolution de l'IS, c'est cette apparition d'un mouvement pro-situ, et en somme, voilà, on a des fans, c'est insupportable, il faut absolument se dissoudre. Mais alors, il y a la reconnaissance, d'une manière, on a gagné, enfin, en tout cas, on a accompli notre tâche, qui est en même temps une illusion assez forte. Ouais. Hein, bon. D'une certaine manière, on s'inscrit dans l'histoire, comme tu disais, et ça, Debord l'a très bien dit, il n'y a pas de sociologie de l'avant-garde, mais justement, en créant un manifeste d'autodissolution, est-ce qu'on ne met pas un point final où là, il est possible de faire une sociologie, là, à ce moment-là, du mouvement, du moins? Bah, oui, il me semble que enfin oui, c'est pas parce que Debord dit qu'il n'y a pas de sociologie possible de l'avant-garde que c'est vrai. Alors il y a plusieurs manières de le faire. Enfin, c'est Jean-Baptiste, hein, c'est ça, a essayé de le faire ce matin sur un mode. Moi, j'ai proposé aussi une lecture, à mon avis, bourdieusienne, mais parce que, enfin, personnellement, j'ai été très peu convaincu en fait par l'article auquel je faisais allusion sur l'avant-garde totale, sur la désignation de l'IS comme avant-garde totale. Je trouve que c'est pas très convaincant, mais à mon avis il y a des ressources dans le Bourdieu, notamment des règles de l'art, donc sur la manière de maîtriser les codes d'un champ et de les retourner peut-être, alors non pas pour en tirer un plaisir égoïste supérieur, hein, comme il l'analyse pour Mallarmé, mais de les retourner contre le champ lui-même. Et il me semble qu'il y a une forme il y a une possibilité en tout cas avec la conception bourdeusienne du champ, et qui est une conception plus souple que celle que on présente bien souvent, de penser peut-être une sociologie de l'avant-garde, en tout cas en tant précisément qu'elle cherche à échapper à ces différents champs ou à en nier l'autonomie. Hein. D'autres interventions? Jean-Baptiste Lamarche. Je trouve ça très intéressant, puis j'ai des questions dans différents sens, donc bon, désolé si je te perds. D'abord, les références à la sociologie bourdieusienne. Pour ce que j'en ai compris, parce que Bourdieu approche le monde social d'une manière extrêmement utilitariste. Bon, le monde social, c'est des gens qui agissent les uns les autres par intérêt. J'ai l'impression que ce modèle-là était convoqué dans ta communication pour montrer que l'activité des situationnistes ne pouvait pas être décrite comme une activité intéressée visant à manipuler les gens, et devait plutôt être décrite d'une manière désintéressée. Donc, peut-être, est-ce que je me trompe dans l'utilisation ou la référence que tu fais à la sociologie bourdieusienne? Deuxième point, les débats qui ont mené à la dissolution de l'Internationale situationniste avaient été publiés dans les années 70 par, je pense, le Centre de recherche sur la question sociale. Puis on lit les textes, puis après mai 68, les situationnistes sont extrêmement populaires, mais ils ne savent pas trop quoi faire. Alors, on va faire plein de films, on va faire ceci, on va faire cela. Puis ça s'embourbe dans des discussions un peu finir. Ça dure quoi? Ça dure 3-4 ans. Puis à la fin, Debord s'énerve, puis il commence à chasser tout le monde dehors, puis juste que ce soit deux, puis ils disent, on dissolue l'IS. Mais quand on lit en parallèle le débat, donc, dans ce document-là, qui est un débat où tout le monde va un peu partout, puis tout le monde est un peu perdu, puis personne ne sait trop quoi faire parce que la théorie est reconnue, mais qu'est-ce qu'on fait ensuite? Bon, donc ça d'une part, puis ensuite, justement, l'interprétation dans la véritable scission dans l'international situationniste, qui commence par des citations de Hegel où
la rupture de l'international situationniste se retrouve placée dans une histoire à l'échelle mondiale et où tout ça a un sens extrêmement limpide. Effectivement, on peut juste être amené, je pense, comme tu dis, à faire une distinction entre les vraies raisons et les bonnes raisons. Puis, troisième point, je m'excuse pour l'éparpillement. Lorsque Debord parle d'une sociologie de l'avant-garde, quel sens donne-t-il au terme sociologie qui, je viens de mentionner, peut être extrêmement polysémique? Alors, c'est un peu ça. Alors, sur la question de activité désintéressée, je pense pas que ça remette en cause une activité, que ça la remette en cause d'un point de vue de valeur, le fait qu'elle soit intéressée. Il me semble que les situationnistes c'est pas du tout une activité désintéressée. Je pense qu'ils prenaient un plaisir tout à fait actif à foutre le bordel, quoi. Enfin voilà, et à produire du scandale, éventuellement effectivement, il y a un plaisir de la destruction, je pense, et c'est un intérêt bien réel, c'est un intérêt existant. Et qui a son versant créateur. Donc, d'une certaine manière, voilà, c'est peut-être l'intérêt dans les termes de la sociologie bourdeusienne, ce serait peut-être celui-là, ce serait peut-être la gratification symbolique de la destruction, hein, on va dire. Alors, pour ce qui est de la sociologie, en quel sens est-ce qu'il l'entend? Alors, donc c'est dans le texte de 63 hein, de Debord, l'avant-garde en 1963 et après. Alors c'est très allusif. Alors je sais pas. À mon avis, il a une conception très descriptive en fait de la sociologie, consistant à assigner une place à l'avant-garde en fonction d'un certain nombre de catégories sociologiques déterminées et très descriptives en termes de classe ou et pas forcément en termes de champ et d'intérêt des individus et de positionnement dans le champ. Parce qu'en plus, on est en 63, donc ils vont prendre connaissance des thèses bourdieusiennes un petit peu plus tard, avant le scandale de Strasbourg, cela dit, puisqu'ils en parlent dans le texte de 66. Mais donc, à mon avis, c'est une sociologie très très descriptive en fait qu'il a en tête. Et son idée, c'est on ne peut pas nous reconduire aux intérêts dominants dans la société telle qu'elle existe, parce que précisément nous sommes d'ailleurs. Hein, voilà, il y a une dimension comme ça. Ce qu'on pourrait d'ailleurs tout à fait contester, parce que pour un certain nombre des relations qui intervenaient au sein de l'international situationniste reproduisaient, je pense notamment aux relations entre les hommes et les femmes. D'ailleurs, à l'absence de relations avec les femmes, puisqu'il n'y avait pas de femmes dans l'IS, ou peu s'en faut. Là, pour le coup, ils sont pas tellement révolutionnaires sur ce plan-là. Mais disons, en tout cas, ils prétendent être d'ailleurs. Voilà, il y a cette position-là. Et puis, je sais pas si ça appelait une réponse ta question sur sur 72, sur le manifeste d'autodissolution. Non, c'était juste un complément. Mais c'est vrai que c'est bizarre. On parlait d'ailleurs d'exclusion et de démission, mais par exemple, Van Eghem, alors je me rappelle plus s'il démissionne juste avant d'être exclu ou s'il est exclu juste au moment où il s'apprête à démissionner. Ça se joue à un jour près, quoi. Je crois qu'il envoie sa lettre de démission et en même temps on l'exclut, quoi. Bref. Il y a le cas Aspercorn qui est un peu particulier aussi, ouais. Puisqu'il démissionne pour être dans la ligne située. Et donc ça aide un peu d'abord à faire tenir ses positions. Ouais, c'est vrai que oui, parce qu'en plus, il a maintenu les rapports en plus avec Debord. C'est vrai que le cas d'Asgerian est tout à fait particulier. En plus, déjà parce que c'est un aîné pour eux, parce il a une quinzaine d'années de plus qu'eux, puis il a participé à Cobra avant, etc. Il est pas de la même génération. Et puis effectivement, il se met finalement en marge du groupe pour pouvoir continuer des activités proprement artistiques ou seulement artistiques, j'en sais rien d'ailleurs. Voilà.